Bonjour, je suis Xavier Fagnon, je suis comédien spécialisé dans le doublage. Je travaille régulièrement au théâtre. En ce moment, je joue la Cagnotte d'Eugène Labiche en tournée et bientôt au Festival d'Avignon. Avec, pour ceux qui connaissent, Vincent Ropion, Christophe Lemoine, Céline Ronté ou Barbara Tissier, Mégane Dandrael et Thierry Jeanne. Une belle distribution. J'ai fait pas mal de one-man show d'imitation aussi, dont le dernier, Rendez-vous Place Gandhi, qui était écrit avec Christophe Lemoine et les chansons avec Adrien Antoine. Donc voilà, on travaille en famille, comme vous pouvez vous en apercevoir. D'abord, j'étais triste de sa disparition, parce que je ne le connaissais pas très très bien, mais j'avais travaillé avec lui assez souvent et j'aimais vraiment son élégance, sa sympathie naturelle, l'œil qui frise qu'il avait, qui était vraiment très agréable lorsqu'on était en plateau. Et puis un talent énorme, et du coup lui succéder, c'était quand même assez impressionnant, oui. C'était une double succession, puisque c'était aussi des personnages créés par Michel Modo. Et Michel Modo les avait interprétés pendant 20 ans. Gérard, je crois, entre 2 et 3 ans, peut-être 3 ans. Et puis moi après, ça fait près d'une dizaine d'années que je les double. Donc j'ai succédé à Gérard, il fallait que je raccorde avec lui. J'ai certaines fréquences en commun avec lui, donc c'était assez facile de ce point de vue-là de raccorder avec lui, mais il fallait trouver aussi le raccord avec la création de Michel Modo. Gérard avait suivi ce que faisait Michel, se les était appropriés, et donc moi il fallait que je fasse la même chose, mais en faisant d'abord un vrai raccord avec Gérard, et petit à petit, je pense qu'il y a un glissement qui tourne vers ma propre interprétation de ce que faisait Michel au départ, en fait. Je pense que c'est ça. Alors, je m'exerce en travaillant tous les jours en doublage. Enfin, pour tous les jours, c'est un peu présomptueux, mais en tout cas en travaillant vraiment beaucoup, c'est vrai. J'ai la chance d'avoir beaucoup de travail en doublage, beaucoup de personnages à assumer, dans plein de styles différents, dessins animés, pubs, films, séries, voilà. Donc c'est vrai que j'ai cette chance, et je pense que c'est parce que j'aime imiter que ma voix se déplace facilement. J'aime ça, et quand j'ai débuté le doublage, naturellement j'allais vers la voix originale que j'entendais. J'essayais de faire ce que faisait la personne, en fait, et plus que de me mettre en avant moi, il me semble, que de me mettre en avant. J'essayais vraiment de faire ce qu'elle faisait elle à l'écran, ce que faisait l'acteur, de pas le trahir trop, et puis d'essayer de... On est obligé de faire un milieu entre notre interprétation et la sienne, mais c'est vrai que moi j'ai la chance de pouvoir bien changer ma voix et de tenir une voix. Et puis d'aimer ça, en fait, d'aimer disparaître dans une voix comme d'autres personnes aiment jouer sous le masque, sur scène, ou en tant que clown. Ou, voilà. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup jouer avec ma voix et me rapprocher de ce que font les gens. En fait, ça m'inspirait de suivre le modèle original. Et petit à petit, j'ai appris aussi à m'émanciper de ça quand il le faut. Mais je crois que c'est une capacité qui m'a beaucoup servi, et qui est un peu... on est quelques-uns à être comme ça dans ce métier, et c'est un peu ma marque de fabrique, quoi, disons. Tenir une voix, c'est-à-dire quand on a trouvé une voix pour un personnage, bien la garder tout du long dans toute une gamme de sentiments. Ce qui est difficile, par exemple, si on prend une voix beaucoup plus grave, il faut tenir ce registre et pouvoir exprimer toute une gamme de sentiments dans ce registre. Or, parfois, on est limité parce qu'on ne peut plus descendre, on est déjà au plus bas. Donc, il faut savoir faire ça. C'est des choses techniques, mais voilà, si on prend une voix dans le nez, il faut pouvoir exprimer plein de choses, que ça soit cohérent, et puis retrouver telle ou telle voix au fil des épisodes. Dans les Simpsons, j'en fais beaucoup quand même. Et finalement, il faut pouvoir les retrouver facilement. Alors c'est vrai que quand on les double régulièrement, on les trouve facilement, mais quand il y a eu 2 ans qui se sont passés et qu'on retrouve un personnage, parfois il faut réécouter ce qu'on faisait. Je suis passé il n'y a pas longtemps dans l'émission de Donald Renew sur la chaîne Twitch avec Gérard Hernandez, et il racontait que Roger Carrel avait un dictaphone sur lequel il enregistrait les voix principales qu'il faisait, de façon à s'en souvenir, par exemple, quand il y avait
des films Disney avec certains de ces personnages qui revenaient ou des choses comme ça. Et c'est vrai que je savais qu'il faisait ça, mais voilà, bon, on est obligé. Bon, maintenant, beaucoup de choses, comme tout est numérisé, maintenant, on demande de retrouver les personnages qu'on a fait, mais euh, tout de suite, dès qu'on l'entend, après, c'est facile. Exactement, alors c'était le Théâtre National Terroriste, le TNT. On voulait tout faire péter. C'était mené par Ludovic Nobilo et un metteur en scène qui monte encore des pièces, hein, avec un style très, très avant-gardiste. Et à l'époque, on s'inspirait beaucoup de Dada, des dadaïstes en fait. Et c'était une pièce dadaïste de Ribemont de Seigne qui s'appelait Le Partage des eaux. Et dans laquelle on jouait tous un peu des personnages à chapeau melon et à cagoule et à moi j'étais en caleçon aussi dans une cabine téléphonique parce que je jouais un standardiste et on jouait sur une dalle semi-privée à l'époque qui nous permettait de faire ça. Et c'était itinérant, le public devait nous suivre. C'était un peu du théâtre de rue aussi, mais avec un texte quand même assez exigeant. Ah, c'était super, c'était super. Une très très belle période, vraiment. C'était l'inverse de tout ce que j'avais appris. Moi, j'avais appris plutôt du classique. Je travaillais avec un professeur de diction énormément à la Salle Saint-Cloud. Beaucoup de classiques, beaucoup de poèmes. J'aime beaucoup les poèmes aussi depuis, mais c'est vrai, beaucoup de classiques. Et du coup, voilà, c'était tout l'inverse que j'avais appris avec mon prof. On travaillait à partir d'impro, avec une liberté, avec une très grande liberté. Il était très à l'écoute de tout ce qu'on pouvait proposer. Et vraiment avec un horizon très éclaté. Donc c'était une belle aventure humaine, c'était vraiment super. J'ai la chance d'avoir fait quand même plusieurs bonnes expériences, même très très bonnes. Le one man show, c'est quelque chose qui compte pour moi parce que c'est des one man show d'imitation que je fais. Et j'aime ça, être seul sur scène. Alors j'ai un pianiste avec moi, heureusement, hein, parce que c'est vrai que c'est plus sympa quand on est en tournée ou quand on a des dates un peu difficiles à faire, d'être avec quelqu'un qu'on connaît bien. En plus, c'est un proche, enfin voilà, c'est un ami. Et c'est un excellent complice sur scène. J'ai la chance d'être entouré d'amis, puisque c'était Christophe Lemoine à la mise en scène et qui avait tout écrit avec moi. Adrien pour les musiques. C'était le dernier, c'était comme ça. Mais voilà, c'est une expérience forte. J'en avais fait un autre en 2002 qui était avec beaucoup d'écrans, assez conceptuel, qui avait rien à voir. Mais à chaque fois, c'est une sensation forte de jouer ce qu'on écrit, en fait. Et parce que si ça marche pas, le bide on le prend tout de suite. Mais si ça marche, si ça plaît, les énergies positives, les rires, tout ça, on les prend directement. La récompense est d'autant plus forte, quoi, je trouve. Une autre expérience aussi, moi, dont je parle de temps en temps, c'est le cirque. Ça fait 27 ans que je travaille avec la famille Bouglione en tant que Monsieur Loyal, avec Christiane Bouglione, que je remercie encore, parce que c'est elle en fait qui m'a un peu professionnalisé dans le métier, en passant par le cirque. Et ce que j'aime dans le cirque, c'est que ce rond comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est un peu comme l'origine du jeu de l'acteur aussi. Avec en plus, alors eux, ils ont tout un travail du corps et de performance que je ne connais pas. Mais moi, je suis là plus pour la parole et puis pour jouer avec les clowns, les mettre en valeur et puis faire rire le public, le mettre dans de bonnes dispositions pour qu'il accueille tel ou tel numéro. Et j'aime beaucoup ça aussi, j'aime beaucoup ça. Et puis c'est un monde... alors là, c'est une famille... j'ai la chance d'être un ami de cette famille, d'être vraiment inclus dans la création de chaque spectacle facilement si je le veux, ou disons qu'ils me posent des questions, enfin on échange facilement sur ce qu'il y a à faire. C'est eux qui montent le spectacle, hein, mais je veux dire, voilà, c'est une complicité naturelle qui est vraiment très très agréable. Je me sens complètement libre avec eux. Et d'être dans ce monde-là, j'ai la chance d'être dans plusieurs mondes. Le monde du théâtre, le monde du doublage, et puis le monde du cirque. Non, mais quand même,
de Rendez-vous Place Gandhi, c'était un spectacle avec une histoire. Donc c'était plus théâtral qu'un spectacle d'imitation classique. Et avec des imitations, puisque je jouais une trentaine de personnages. Voilà, c'était une espèce de Pékin Express. Enfin, c'était Rendez-vous Place Gandhi, le nom de l'émission, mais c'était un peu ça. Omar Sy faisait équipe avec Alain Juppé, Chantal Latsou avec Patrick Bruel, Arnaud Montebourg avec Franck Ribéry, Jane Birkin avec Alain Souchon. Et le but, c'était d'arriver les premiers au prime time, présenté par Édouard Baird, qui avait vraiment beaucoup de mal à faire respecter la charte écologique de cette émission. Parce que forcément, il y a tellement de surprises comme ça quand on a tous ces personnages connus. Enfin bon, voilà, mais c'était marrant et surtout, il y avait une trentaine de personnages avec des chansons. Donc il y avait aussi la chanson. Enfin voilà, il y avait quand même un spectacle qui incluait plusieurs cordes que j'ai à mon arc. Pas le cirque, mais voilà, c'est déjà pas mal. Alors moi j'aime l'exercice puisque je suis imitateur, donc voilà, ça m'arrive parfois de devoir raccorder sur tel ou tel. Il y a parfois des bouts qui se perdent, ou alors des versions longues qu'on fait bien après, 30 ans après que la version plus courte en tout cas, mais originale quoi, a été faite. Et faut bien le faire. Alors moi ça m'amuse de le faire. Mais je reconnais que, en tant que spectateur, je préfère voir un doublage qui a été fait à l'époque, parce que je trouve que c'est mieux quand les acteurs sont, quand le film est dans son jus, quoi. C'est un peu ça. On est dans la même époque, on est en phase avec ce qui se passe dans un autre pays. Ce pays fait un film, on le double. Bon bah voilà, on est tout à fait dans un. Et puis c'est un peu. Il y a une grâce parfois qui se produit sur certains doublages. Il y a des moments comme ça qui nous échappent, qui se passent très bien parce qu'on est bien dans le personnage ou parce que tel ou tel DA a vraiment fait travailler précisément dans tel ou tel sens toute l'équipe. C'est eux qui sont garants de l'unité aussi du doublage. Et par exemple, Amadeus, moi, quand je l'ai découvert, c'était Jean Topard qui doublait Salieri. Quand ils ont fait le redoublage, il n'était plus disponible. Je crois qu'il était déjà malade. Enfin, je ne sais pas s'il était malade, mais en tout cas, il ne pouvait pas le faire. Et donc, c'est quelqu'un d'autre qui est très très bien. Hein. Alors, vraiment, il n'y a rien à dire. Vraiment, parce que, on n'est pas dans un cas d'un film fait dans les années 40 non plus, quoi. Là, le phrasé de l'époque était beaucoup plus différent. Un film doublé en 90, dans les années 90, au niveau du phrasé et tout, on est déjà beaucoup plus proche, quoi. C'est moins où dans les westerns, les Indiens sont aux portes de la ville. Bon, il faut accorder. Là, c'est pas. Et puis c'était une prise de son aussi quand même plus proche de ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut quand même la retrouver. C'est d'autant plus fin à faire quand on redouble ce genre de film. Le redoublage d'Amadeus, c'est vraiment. Je l'ai vu il y a pas longtemps, est vraiment très 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 bien fait. Mais voilà, moi j'ai connu ce film avec la voix de Jean Topard. Jean Topard doublait Salieri. Admirablement, il s'était approprié le personnage avec tout son savoir-faire théâtral et toute sa sensibilité à lui, qui n'appartient qu'à lui, en fait. Et en allant... Voilà, il avait fait vraiment un milieu entre F. Murray Abraham et lui, quoi. Et c'était magnifique, je trouvais, ce travail. Il y avait une démesure là-dedans qui convenait parfaitement au style de Milos Forman. Et voilà... on peut pas le retrouver, on peut pas le refaire, ça c'était que lui. Après, il y a peut-être d'autres choses, mais oui, je comprends ce que dit Constantin. Bien sûr. Déjà que le doublage, c'est un petit peu impossible. C'est une illusion, il faut faire croire que c'est l'autre qui parle. Là, quand en plus ça remonte à des années, c'est d'autant plus difficile. C'est passionnant, mais c'est d'autant plus difficile, et effectivement, je préfère quand c'est fait dans son jus, quoi. Je trouve qu'on est plus en phase tous. Non, c'est du marketing, quoi. On le sait, c'est du marketing. Il y a des bonnes surprises, il y en a des moins bonnes. En fait,
c'est ça, c'est qu'il y a deux vitesses. Il y a ceux qui savent, qui sont comédiens, et puis ceux qui ne le sont pas. Dans ceux qui ne le sont pas, parfois, s'ils ont des choses assez courtes à faire, et puis qu'ils ont une personnalité forte, on les prend pour ça, donc ils peuvent y arriver. Souvent, ils le feront moins vite que nous, on le fait, puisque on est beaucoup plus exercé qu'eux. Et puis, il y a ceux qui sont comédiens, et je pense que ça fait un moment maintenant qu'elle est là, cette mode des Star Talent, mais c'est vrai que c'est arrivé aussi parce que, j'imagine, en VO, ils doublent avant l'image. Ils créent l'image. Ils font de la création de voix, comme ça arrive. Moi, ça m'est arrivé sur des séries comme Ernest et Célestine, par exemple. On travaille avant l'image. Et donc, c'est pas tout à fait le même travail. On n'est pas contraint dans le rythme de quelqu'un d'autre. On est justement à son propre rythme. C'est ça qui est génial quand on fait de la création de voix. On joue comme on veut jouer, en fait. Donc on a tout le champ des possibles. Alors qu'avec le doublage, on est obligé de suivre une image. Mais quand on sait s'en servir, c'est un avantage, parce que on voit l'image définitive. Donc on peut se caler dessus, s'en servir. Et justement, là où parfois ça manque un petit peu en anglais, parce qu'eux n'avaient pas l'image et que, c'est pas exact. Il y a des petits détails qu'ils ne pouvaient pas voir. Nous, on les voit, donc on peut les mettre en valeur. Bon, alors je pense que c'est pour ça, et donc c'était des stars qu'ils prenaient qu'ils prennent toujours dans les films, dans les gros films d'animation, à la base, qui travaillent pas forcément en doublage, mais en création de voix. Et je pense qu'on a voulu redonner cette image de star pour vendre les films. Et pour pouvoir en parler dans les émissions, tout ça, j'imagine. Donc c'est un choix de production, c'est pareil. C'est pas toujours réussi, quoi, évidemment. Oui. Alors, Dr Harrow, c'est vrai qu'il y avait des termes assez précis. Lui, après, c'est qu'il a vraiment une façon de jouer très particulière et des codes de jeu très particuliers. Et à suivre, c'est pas facile, je trouve. Mais il est très intéressant à doubler à cause de ça. Puis, c'est un personnage finalement assez riche, avec beaucoup de facettes. Donc ça, c'était très intéressant à faire. Après, nous, on arrive la série est faite, les textes sont écrits, on découvre au moment, on est sur beaucoup de problèmes d'interprétation, de décodage de l'image, etc. Et de décodage, d'arriver à savoir comment jouer, quoi. Surtout, on n'a pas énormément de temps non plus, donc il faut quand même être réactif. On est concentré sur plus de choses. Mais de temps en temps, oui, on apprend. Tiens, je savais pas que ça c'était possible. Sur NCIS, c'était plus le côté fantasque du personnage qui était sympa à faire et frimeur, quoi. Comme eux, pendant 8 ans. non, je sais plus combien de temps ils ont mis, mais c'était quand même assez long, je crois, leur travail de coaching avant. Non, mais moi, j'ai pas le... Je pourrais pas chanter, je pense, je pourrais pas aller du tout, je pourrais pas chanter comme ça, Il faut quand même il y a une question de travail, mais il y a une question de tessiture naturelle aussi, et puis de talent. Hugh Jackman, il en a doublé, il en a tourné beaucoup, il en a joué beaucoup, je crois, dans sa formation aussi, des comédies musicales. Il est incroyable, et je sais pas, ça aurait été impossible en tout cas que ce soit moi. Voilà, ça aurait pu être fait en français. C'est bien quand les chansons sont doublées en français. Mais ça m'étonnerait que... Je pense pas que j'aurais pu le faire, non, je pense pas. Écoutez, vous leur donnerez mon numéro de téléphone après. Non, mais ça fait plaisir, hein, ça fait toujours plaisir, bien entendu. Après, voilà, c'est comme ça, c'est comment dire, il y a la voix, il y a le physique. Voilà, bon, il suffit d'éteindre la lumière, quoi.
Eh bien, alors, New York Unité Spéciale, j'ai la chance parfois d'y retourner puisque j'ai encore un personnage qui revient de temps en temps. Donc voilà, j'ai été aussi, là, il y a la nouvelle série qui est autour de Stabler qui vient de sortir. Et alors, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais bon, en tout cas, j'y ai fait un petit tour dans cette série. Et donc, c'est bien et c'est très agréable de retrouver cet univers. Et puis, NCIS, eh bien oui, NCIS, ça me manque beaucoup. NCIS, ça a été vraiment la rencontre de beaucoup de personnes importantes pour moi. Et Christophe, Adrien déjà, et puis autour, on a la chance de... C'était une équipe vraiment avec qui on s'entendait très 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 bien. Laura Préjean, quand elle est arrivée à la direction aussi, c'était un plus pour nous parce qu'on s'entend très bien, on la connaît bien et elle met toujours une super ambiance sur le plateau. Voilà, on a eu la chance d'avoir des DA toujours très très bien. On a Philippe Falchatrio aussi qui était vraiment très très sympa avec nous et qui menait ça aussi très bien. Donc on a eu beaucoup de comment dire, de satisfaction humaine sur cette série. Et quand il est parti, ça m'a fait quelque chose. Hein. Mais à chaque fois qu'il y en a un qui part, ça fait quelque chose. C'est vrai que c'est 13 ans quand même. C'est long et c'est beaucoup d'épisodes, donc on se voyait quand même pas mal. Ouais, et là, c'est la dernière saison, je crois, de Bull que double Michael Weatherly. Je sais pas ce qu'il va faire après. Peut-être qu'il pourrait revenir dans NCIS. Moi, j'aimerais bien. Eh, Michael, fais-le, reviens dans NCIS. Qu'est-ce que t'attends? Non, je le connais pas du tout. Hein. Je l'ai jamais rencontré. On sait jamais si Michael, si tu m'entends. Bah déjà, Maître Mande, c'est pas dur, il est toujours un peu comme ça. C'est vrai qu'il est assez rond, c'est Seth Rogen, donc je le prends toujours comme je prends Seth Rogen. Je le prends comme ça. Après, si je dois passer à Alpha, c'était. Alors, si je passe de Mante, disons que Mante, et Alpha, c'était écaille. Bon, il était pitché, hein, mais voilà. Et Franck, au feu. Et Watson, Holmes. Quand cela va-t-il s'arrêter, s'il vous plaît? Arrêtez vos singeries. Et on peut terminer par Aquaman. Ah, les rouquines. Merci beaucoup.